Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez Expat et compagnie, un podcast qui raconte la vie de personnes ayant fait le choix de quitter leur pays d'origine pour s'envoler aux quatre coins du monde vers de nouvelles aventures. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode. Je vous propose d'écouter l'histoire de la pétillante Jenny, un vrai parcours du combattant afin de vivre sous le soleil australien. Bonne écoute! Alors, je m'appelle Jenny, j'ai 27 ans, je suis originaire de Normandie et je suis expatriée à Perth depuis à peu près 6 ans maintenant et du coup mariée à un Australien depuis presque 2 ans. Pourquoi le choix de ce pays finalement? Pourquoi l'Australie? Comment tu en es arrivée à partir là-bas? Explique-nous tout. Donc, je suis venue en Australie en 2014. Ça a commencé quand j'étais en Master 1 et j'ai décidé de faire une année de césure entre mon Master 1 et mon Master 2. On avait envie de faire un break, on avait envie d'apprendre l'anglais, d'avoir une nouvelle expérience. Et du coup, je suis partie avec deux amis qui étaient du coup collègues de classe en même temps. Et on avait décidé de choisir un pays anglo-saxon. On n'avait pas forcément décidé l'Australie, mais il fallait que ce soit un pays où le PVT était accessible. Donc, tous les pays ne proposent pas forcément un Working Holiday Visa. Donc, on avait plusieurs pays en tête, mais malheureusement, tous les pays n'étaient pas forcément accessibles. On a décidé de partir en Australie parce que c'était probablement la destination la plus lointaine qu'on pouvait faire, la plus fun, et où forcément l'anglais était prédominant. Donc, du coup, voilà pourquoi on est parti en Australie. Alors, tu as utilisé les termes de PVT et de Working Holiday Visa. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit? Donc, un Working Holiday Visa, donc comme son nom l'indique, c'est un visa qui vous permet de travailler et en même temps de profiter, de faire des road trips, d'être tout simplement en vacances. L'avantage de ce visa, c'est qu'il te permet pour une durée de 12 mois, donc c'est principalement pour une durée de 12 mois quand ça commence, de pouvoir travailler. Donc, si par exemple, tu n'as pas forcément un budget qui est énorme et que tu as quand même envie de partir, je dis pas, il te faut quand même des fonds pour partir au début, mais si tu n'as pas énormément de fonds et que tu te dis, bon, bah, je peux quand même partir, j'ai de quoi assurer quand j'arrive, mais ensuite je vais avoir besoin de trouver un boulot, de faire de l'argent, ce visa en fait te permet de pouvoir travailler sur place pour pratiquement n'importe quel boulot. Alors, obligatoirement, ça va dépendre aussi de ce que tu sais faire, de tes qualifications en France et toutes ces choses-là. Et de ton niveau d'anglais qui, du coup, va aussi beaucoup jouer par rapport à tout ça. Mais ouais, c'est vraiment l'avantage. Comment ça se passe pour s'installer en Australie? Quelles sont les démarches à effectuer? Par exemple, ouvrir un compte bancaire, avoir un téléphone portable, pour le permis de conduire, voilà. Pour expliquer un petit peu à ceux qui nous écoutent, comment on procède finalement quand on arrive dans un pays lointain, comme tu l'as dit. Alors, la première démarche pour déjà pouvoir entrer dans le pays, c'est comme on a dit avant, c'est de pouvoir appliquer pour ce visa. Et une fois que tu as obtenu ce qu'ils appellent un visa grant, c'est un document en fait qui te permet d'entrer sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment l'étape 1 parce que si tu ne l'as pas, tu ne mettras pas du tout les pieds en Australie. Et ils te laisseront probablement pas partir non plus puisqu'en fait, quand tu es à l'aéroport, ils te demandent, en même temps que ton passeport et ton billet d'avion, ils te demandent d'avoir ton Working Holiday Visa ou PVT, du coup, comme on a expliqué juste avant. Une fois que tu es arrivé sur place, la première étape pour moi, ça a été d'avoir une carte SIM, d'aller voir un opérateur et d'avoir une carte SIM pour être en mesure de pouvoir la mettre dans mon téléphone, pouvoir appeler la France, pouvoir trouver un boulot parce que tu as forcément besoin d'un numéro de téléphone. Pour toutes les démarches que tu as besoin, tu vas avoir besoin d'avoir un accès à Internet qui n'est pas forcément la Wi-Fi qui est disponible partout, donc ça va être vraiment l'étape numéro 1. Étape numéro 2, comme tu disais, c'est forcément le compte bancaire. Le compte bancaire qui est en Australie très très simple à ouvrir.
tu peux faire les démarches en ligne, tu peux aller dans une banque. Il y a beaucoup de banques qui ont des partenariats avec des banques françaises aussi, donc c'est toujours bon de se renseigner avant de venir. Pour le permis de conduire, si jamais tu as le permis, le mieux, c'est de faire un permis international quand tu es en France. Donc, les démarches se font depuis le territoire français, pas une fois que tu es à l'étranger. Donc, tu peux faire une demande de permis international. Ça prend à peu près 1 mois pour l'obtenir. Et une fois que tu l'as, c'est valide pendant 3 ans à l'étranger. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que selon où tu vis en Australie, il y a différentes règles. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis dans le WA. Et dans le WA, si tu y restes plus de 6 mois et que tu conduis, tu es censé normalement appliquer pour une WA Driver's License, qui est du coup la licence australienne qui te permet de conduire sur place. Tu nous as parlé de WA, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tu es où en Australie? On n'en a pas du tout parlé encore. Donc WA, ça signifie Western Australia, qui est du coup la partie ouest de l'Australie, qui est considérée du coup comme une grosse région, on va dire. Région assez conséquente, puisque quand tu y penses, ça fait à peu près du sud de l'Espagne jusqu'au nord de l'Allemagne. Enfin, c'est quasiment une partie de l'Europe qui est du coup juste une seule région. Moi, plus particulièrement, je suis installée à Perth, qui était aussi du coup ma ville d'arrivée quand j'ai quitté la France en 2014. Et toutes les règles dont on a parlé précédemment s'appliquent aussi du coup au reste de l'Australie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque région, entre guillemets, va avoir ses propres règles. Donc, par exemple, pour le permis de conduire, la règle dont j'ai donné, que la règle dont j'ai parlé était valide dans le Western Australia, elle ne sera pas forcément valide dans le Victoria ou en Tasmanie ou dans d'autres régions. Donc après, il faut vraiment se référer à chaque règle pour chaque région. Et aujourd'hui, quel statut as-tu en Australie? Par quel autre visa es-tu passé après le PVT? Alors, ça a été un chemin long, laborieux. J'ai commencé, donc, comme tu l'as dit, par un Working Holiday Visa qui était pour une durée de 12 mois. Quand j'ai appliqué la première fois, je pensais rester que 8 mois. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, il me donne un visa d'1 an, c'est plutôt cool. Alors le PVT, c'est 1 an et pourquoi tu avais décidé de rester seulement 8 mois, en fait? J'avais en tête de rester pour une période de 8 mois et de revenir en juin-juillet en France et de reprendre mon Master 2 à la reprise, du coup, à la rentrée septembre. Donc, je m'étais donné 2 mois pour pouvoir me réinstaller dans le nord de la France où, du coup, j'étais en études. J'étais à Lille, plus particulièrement. Et du coup, je m'étais donné 2 mois pour revenir en France, entre guillemets, me remettre à jour sur tout ce dont j'avais besoin, potentiellement trouver un emploi puisque je voulais faire mon Master 2 en alternance et du coup reprendre à la rentrée septembre comme, comme il aurait été prévu. Sauf que du coup, je ne suis jamais revenue. Je suis revenue pour des vacances, des choses comme ça, mais depuis que je suis partie en 2014, j'ai toujours vécu en Australie et je ne suis jamais rentrée. J'ai pensé prolonger mon working holiday en Australie pendant 1 an de plus. J'avais envoyé un email à mon école, du coup, c'était l'IAE de Lille, et qui m'avait accordé une année de séjour supplémentaire. Donc, j'aurais pu revenir et reprendre l'année suivante. Mais mes projets ont été un peu différents et du coup, je suis jamais rentrée. Ah, c'est incroyable qu'un pays t'ait donné, l'envie de rester à ce point-là et que tu ne termines finalement pas, tes études, mais sans regret, je suppose, aujourd'hui? Définitivement sans regret. C'était non pas que mes études ne me plaisaient pas, c'était quelque chose. Enfin, j'étudiais le marketing à Lille. C'était vraiment quelque chose qui me plaisait et qui était fun et qui était complètement dans ce que je voulais faire. Mais je pense que le fait d'avoir, entre guillemets, déménagé à Perth, d'avoir baigné dans cette culture pendant 1 an ou 2, c'était pour moi pas envisageable de rentrer en France. Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement en Australie? Qu'est-ce qui fait que tu n'aies jamais eu envie de rentrer? Donc, principalement, on a le climat qui est, comme tu peux l'imaginer, très différent du climat du nord de la France, surtout à Lille. J'ai jamais eu la chance de grandir au soleil. J'ai grandi en région rouennaise où c'était tout gris et tout pluvieux. Et ensuite, je suis partie faire mes études à Lille, qui était une ville géniale, hyper fun et hyper jeune, hyper active pour une étudiante, mais toujours pas au soleil. Donc, je t'avoue que le premier critère pour moi, c'était de partir dans un endroit où il faudrait beau, chaud
et surtout un temps sec parce que je déteste la pluie. Donc ça a été le premier critère. Ensuite, Perth, comme je t'ai dit, c'était ma ville d'arrivée. C'était vraiment, ça a été une ville coup de cœur. C'est la ville où j'ai eu mon premier boulot, où j'ai vraiment commencé à apprendre l'anglais, où à l'époque j'avais rencontré mon amoureux. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses qui m'ont liée à Perth. La vie ici, je la trouve beaucoup plus simple, je la trouve plus agréable. Il y a beaucoup de choses qui font que tu peux préférer une ville en Australie à une ville française. La qualité de vie est meilleure, c'est beaucoup moins pollué, c'est beaucoup moins dense. Je ne vivais pas dans une région très peuplée en France, mais c'est quand même différent. Et les salaires ici sont vraiment meilleurs qu'en France aussi, donc ça te permet une qualité de vie meilleure, je dirais, tous les jours. Maintenant, j'aimerais revenir sur la question du visa. Donc, après le PVT, par quel chemin tumultueux es-tu passé? Après ça, j'avais décidé de partir à Bali pendant quelques semaines. Donc, du coup, je suis partie pendant une durée de 2 semaines et demie. Donc, Bali, qu'il faut savoir, en Indonésie, est très, très proche de Perth. C'est probablement la destination la plus proche en avion. C'est plus près d'aller à Bali de Perth que d'aller à Sydney ou à Melbourne, par exemple. Donc, juste pour te situer. Quand je suis revenue en visa touriste. Donc, j'ai eu un visa touriste de 3 mois. Donc, le visa touriste, c'est un visa qui est gratuit et que tu peux avoir quand tu es en dehors du territoire. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle j'étais partie à Bali, c'est qu'il fallait que je sois en dehors du territoire australien pour pouvoir obtenir ce visa. Du coup, je suis revenue en visa touriste pendant 3 mois, ce qui n'était pas très avantageux pour moi parce que le visa de tourisme ne te permet pas de travailler. Donc, si jamais les finances ne le permettent pas, ça peut être un visa qui est compliqué. Pour ma part, c'était un peu un visa pont entre mon working holiday que j'avais, sur lequel j'étais arrivée, et le prochain visa sur lequel j'allais aller. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un à Perth. Du coup, j'étais avec cette personne depuis à peu près 10 mois et on avait décidé de rester en Australie ensemble. Donc, lui était d'Angleterre, moi j'étais française. Sur mon premier Working Holiday Visa, lui était sur son deuxième Working Holiday Visa. Donc, moi j'avais fait le choix d'avoir un Working Holiday Visa qui durait 1 an. Pendant cette année, j'aurais pu faire 3 mois de ce qu'ils appellent farm work, qui m'aurait permis du coup d'avoir une deuxième année. Malheureusement, j'ai préféré travailler, j'ai préféré voyager et j'en suis arrivée à un point où j'avais pas vraiment 3 mois restants sur mes 12 mois de visa où je pouvais faire du farm work ou des choses comme ça. Plus, c'était pas quelque chose qui m'attirait de base. Donc, j'étais vraiment pas prête à faire ça. Mais si les gens le font, tu peux du coup obtenir un deuxième Working Holiday Visa qui est du coup pour une autre durée de 12 mois. Donc, au total, tu peux obtenir un visa de 24 mois. Très récemment, le gouvernement a mis en place de nouvelles règles qui te permettent d'obtenir un troisième Working Holiday Visa si pendant ta deuxième année, tu fais 6 mois de ferme. C'est quoi, par exemple, comme travail à la ferme? Être dans les vignes, ça va être cueillir toutes sortes de fruits et légumes, aider des agriculteurs ou tu peux tomber sur la perle rare de boulot, par exemple, faire du babysitting dans une ville régionale et avoir tes jours qui sont validés, mais c'est des options qui sont quand même très, très rares. Donc, la plupart des boulots sont des boulots physiques et qui payent très, très peu. Ouais, ok. Donc, du coup, ça, c'était pour juste la partie au niveau des visas, second visa. Donc, ensuite, quand je suis revenue avec mon visa touriste, j'ai appliqué avec mon petit ami à l'époque pour un visa partenaire. Donc, en fait, lui était en sponsor. Donc, il a appliqué pour son sponsor et moi, j'ai appliqué pour être en partenaire visa sur son sponsor. Donc, ça devient un petit peu compliqué. Par la suite, il a décidé qu'il ne voulait plus faire ce sponsor et du coup qu'il voulait étudier à la place. Donc, du coup, il a fait un visa étudiant, ce qu'on appelle student visa ici. Et du coup, j'étais toujours partenaire sur son student visa. Donc, ça a été ma deuxième étape. J'ai été sur ce visa-là pendant à peu près, je dirais, 1 an et demi, peut-être 1 an.
Et du coup, par la suite, on s'est séparés et du coup, c'était pas possible pour moi de rester sur son visa parce qu'en fait, il avait décidé de rentrer en Angleterre. Étant donné qu'il rentrait en Angleterre, ça veut dire que son visa allait expirer. Et comme mon visa était dépendant du sien, mon visa, du coup, allait expirer aussi. Donc, du coup, je me suis retrouvée en Australie à avoir 15 jours, entre guillemets, pour trouver une solution et un nouveau visa, étant donné que moi, je voulais rester en Australie et que du coup, ben, j'avais pas le choix que de trouver un nouveau visa. Du coup, j'ai fait un student visa qui m'a permis de rester pour une période de 9 mois exactement. Et j'ai décidé d'étudier la comptabilité, qui serait du coup toujours une, bonne, une bonne corde à mon arc, on va dire, pour vivre ici, étant donné que j'avais pour projet d'avoir mon propre business et des choses comme ça. Donc, du coup, c'était un petit peu la suite logique, même si c'était pas mon premier choix. Si j'avais pu ne pas faire ce student visa, je m'en serais probablement bien passé. Mais malheureusement, c'était dans l'urgence la meilleure option pour moi, mais qui était aussi une option très coûteuse, puisque ça coûtait plus de 10 000 balles. Ah oui, quand même. Ok. Waouh. Et Et donc, aujourd'hui, tu es ouais. mariée, c'est ça? Donc, j'ai rencontré mon mari en Australie. On a commencé notre relation quand j'étais sur mon student visa. Mon student visa avait donc une durée de 9 mois et étant donné que ça se passait très bien avec du coup mon mari, on a décidé d'appliquer ensemble pour un partner visa qui du coup était un peu différent du partner visa que j'avais avant, étant donné que mon précédent partner visa était du coup avec un autre étranger, entre guillemets, étant donné qu'il n'était pas australien, mais cette fois-ci, j'appliquais pour un partner visa avec un Australien. Donc, John, mon mari, était, entre guillemets, mon sponsor. Et ce visa, du coup, j'ai appliqué en juillet 2018. Et aujourd'hui, nous sommes donc en mai 2020 et je suis toujours en attente d'une réponse pour ce visa. Donc, comme tu peux le voir, les procédures prennent beaucoup de temps, c'est très coûteux, c'est voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis sur un visa qui s'appelle le Bridging Visa, qui est un visa qui t'est attribué quand tu lances une application pour un visa partenaire en Australie et qui du coup me donne tous les mêmes droits qu'un Australien, à part le droit de vote. Et du coup, ce visa me permet d'avoir droit à la sécurité sociale, d'avoir le droit de travailler, d'avoir le droit d'aller à l'hôpital si j'ai le moindre souci. Toutes ces choses, en gros, qu'un Australien fait normalement, j'ai droit à la même chose, étant donné que mon visa, du coup, quand il sera validé, je l'espère sera validé, sera un visa permanent qui me permettra, du coup, d'avoir la résidence permanente en Australie. Waouh, quel parcours! Finalement, aujourd'hui, tu es encore en attente. Heureusement, tu as les mêmes droits et ça t'empêche pas de travailler. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vie professionnelle? Oui, bien sûr. Hem, donc ça a été comme tu l'as dit, ça a été périlleux. 6 ans après, le visa n'étant toujours pas là, tu peux pas t'arrêter de vivre. Tu obligé de construire quelque chose et de voir un peu de l'avant. Donc quand je suis arrivée en Australie, j'ai fait toutes sortes de petits boulots, comme tu peux l'imaginer. Je parlais pas du tout anglais, donc j'ai vraiment lutté au début pour trouver un emploi. J'ai fait des petits boulots en tant que serveuse, j'ai bossé dans des cafés en tant que kitchen hand, qui est du coup l'aide à la cuisine ou des choses comme ça. J'ai ensuite travaillé pour une entreprise, c'était une petite start-up à Fremantle, du coup une petite ville près de Perth, où je travaillais dans l'organisation événementielle. Donc du coup, c'était vraiment, vraiment cool. C'est un boulot que j'avais commencé à la base juste pour les week-ends et qui au final est devenu mon full-time job. Donc c'est quelque chose que je faisais vraiment, vraiment tout le temps. J'ai fait ça pendant presque 4 ans. Et au final, quand j'ai rencontré mon mari, du coup, lui était donc chiropracteur, c'était son métier. Il avait fait ça depuis presque 10 ans. Et il avait à côté créé un site internet qui était du coup un site de revue de matelas, Un site de quoi exactement, pardon? un site de recommandation de matelas où lui pouvait donner son expertise sur différents types de matelas, d'oreillers, de produits, de produits
De literie, c'est ça? C'est ça, exactement, de produits de literie. Je vous épargne l'énorme fou rire que nous avons eu avec Jenny, car il faut dire que parfois, en switchant entre l'anglais et le français en permanence, on se perd un petit peu. Et donc toi, aujourd'hui, Jenny, tu es impliquée dans ce business, en ligne, tu travailles avec ton mari, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, du coup, avant, il employait en fait une agence de marketing. Enfin, il employait pas mal de gens pour travailler sur le site, puisque lui avait cette expertise au niveau des matelas, mais il n'avait aucune connaissance en termes de marketing, communication ou même construction d'un site internet. Du coup, c'est là où j'ai pu intervenir, puisque du coup, moi, mon domaine, c'était le marketing, c'était tout ce qui était site en ligne et tout ça. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec lui à la base, juste pour filer un coup de main le week-end. Voilà, moi, j'avais mon job où je travaillais dans l'événementiel et je donnais juste un petit coup de main le week-end, ou des fois, il avait des questions. Les agences n'étaient pas forcément disponibles, donc du coup, je filais un petit coup de main. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ça pouvait vraiment devenir notre job de tous les jours. Et au fur et à mesure, on a réduit chacun de notre côté nos heures dans nos boulots respectifs. Donc, je suis passée d'un job où je travaillais 40 heures la semaine à un job où je travaillais 25 heures la semaine et du coup, où je compensais les autres heures pour travailler pour le site internet. Et du coup, voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est développé. Et depuis décembre 2018, on a tous les deux quitté nos boulots respectifs pour se consacrer à 100% sur la construction du site. Waouh, bravo, vraiment, c'est sincère, hein, franchement, je suis épatée par, toutes les péripéties que tu as dû vivre, en termes de visa, de travail, de vie amoureuse, comme on l'a compris et cetera et tu disais que tu parlais, très, très peu, l'anglais finalement en arrivant et je suppose qu'aujourd'hui tu dois être complètement bilingue, non? Oui, comme tu l'as dit, c'était assez compliqué. Il y a eu des hauts et des bas. Malheureusement et heureusement, je pense que c'est les joies du voyage aussi et les joies de tous les expats. C'est pas une ligne droite, ça va pas être facile sur toute la ligne. Il va forcément y avoir des petits soucis sur le chemin, mais je pense que c'est aussi ça qui fait l'expérience. Et oui, comme tu dis, l'anglais, c'était vraiment pas pour moi à la base, puisque mes langues de prédilection, c'était vraiment français et espagnol. Et c'était la raison pour laquelle j'avais décidé de voyager, c'était pour apprendre l'anglais. Et c'est là que tu te rends compte que c'était pas évident au début, surtout en Australie. Enfin, toi-même, tu as eu l'expérience de voyager en Australie et tu sais que l'accent australien était quelque chose d'assez dur à comprendre, d'assez dur à s'habituer, on va dire. Mais aujourd'hui, oui, je dirais peut-être pas 100%, mais ouais, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et du coup, ben, je parle anglais tous les jours, enfin, pour toute ma vie, parce qu'il y a vraiment, à part quand j'appelle mes amis ou ma famille en France, je ne parle pas du tout français. Et justement, en parlant de différences culturelles, donc on a parlé de la langue, mais est-ce qu'il y a d'autres différences, marquantes en termes de culture qui ont nécessité une adaptation? Oui, complètement. La conduite, ici, c'est la conduite à gauche, donc c'est probablement une des choses à souligner. Le style vestimentaire, je te dirais, probablement lié aussi à la vie ici à Perth, c'est une culture très, très cool, très plage, surf. Voilà, c'est forcément. Ici, tu vois plus des gens en maillot de bain et tongs plutôt que tu vois un petit truc un peu classe ou des choses comme ça. Donc, c'est assez différent. Au niveau de la nourriture, il y a énormément de choses qui te manquent aussi. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup de produits français que j'arrive pas à trouver en Australie et qui du coup te manquent. Les Australiens sont pas très chanceux, on va dire, en termes de bouffe. C'est pas l'idéal. Ils ont un peu cette culture de la malbouffe, comme tu peux trouver aux États-Unis ou des choses comme ça. Donc, du coup, ils sont très fast-food et trouver de la bonne nourriture saine, c'est pas forcément évident. En France, on est habitué à avoir, tu sais, nos bonnes boulangeries, nos boucheries, le bon poissonnier, enfin, tu vois, tous ces petits commerçants, entre guillemets, qui font ta vie quotidienne. Mais ici, c'est très, tu vas au supermarché, c'est au supermarché que tu achètes ta viande, ton poisson et ton pain, en gros. Donc, du coup, t'as pas trois rayons de yaourt ou de fromage parce que les produits laitiers, c'est pas forcément
c'est pas forcément hyper développé. Ils mangent des yaourts comme tout le monde, mais je veux dire, t'as pas du tout le même choix que tu pourrais trouver dans un supermarché en France, par exemple. Donc, je dirais que ouais, la nourriture, c'est probablement... ça s'entend à ma voix, c'est quelque chose qui manque. Je peux comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens complètement intégrée dans ce pays? Est-ce que tu te verrais vivre ailleurs? Oui, je me sens complètement intégrée ici. C'est probablement aussi lié au fait que je suis mariée à un Australien. Donc, du coup, j'ai une grosse famille australienne, des amis australiens. Donc voilà, forcément, ça a probablement beaucoup aidé. Et l'expérience de quelqu'un qui est venu, par exemple, avec son partenaire de France, qui vivrait en Australie, serait probablement très différente de la mienne. Mais oui, non, très, très intégrée. Après, je ne me verrais pas forcément vivre ailleurs. Y a plein de pays où j'aime beaucoup passer du temps pour des vacances, des choses comme ça, mais même revenir en France, je pense que ce serait un grand saut. Il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas forcément tous les jours, mais la sécurité, tu te sens vraiment en sécurité en Australie. Tu peux vraiment faire confiance aux gens, ils sont vraiment honnêtes. T'es pas en région parisienne, je veux dire, tu peux aller boire un café et laisser ton téléphone sur le coin de la table, même si tu le regardes pas, ton téléphone sera toujours là à la fin de la journée. Alors que tu ferais pas forcément le même genre de choses si tu étais dans un café à Paris, par exemple. Mmh. C'est fou, ça me rappelle une histoire, en Australie. Je me souviens, j'ai une amie qui avait perdu son portefeuille dans les transports en commun et le lendemain, elle est allée aux objets trouvés. Son portefeuille était là avec le cash à l'intérieur. Il y avait l'argent liquide dans le portefeuille qui avait été ramené par quelqu'un et j'avais trouvé ça, fabuleux. Tu as complètement raison. C'est vraiment, enfin, c'est une des choses probablement à souligner ici, c'est que les gens sont vraiment de confiance, les gens sont gentils, cherchent à t'aider. Après, c'est pas une généralité, hein, comme partout, il y aura forcément des gens bons et des gens moins bons, mais je dirais qu'en majorité, c'est vraiment quelque chose qui fait de l'Australie un pays qui est vraiment cool. Et moi aussi, j'ai eu l'expérience de perdre mon téléphone un jour quand j'étais sur un job. 10 minutes après, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, vous avez fait tomber votre téléphone, je l'ai ramassé, vous étiez occupé, du coup, je l'ai gardé en attendant. » Mais super honnête, super gentil, Mmh. je m'en étais vraiment pas Waouh! aperçue. Voilà, donc ouais, non, vraiment chapeau à ce niveau-là. OK, donc on peut pas dire qu'il y a une quelconque nostalgie par rapport à la France, mis à part la nourriture, j'ai cru comprendre. Mais sinon, comment tu vis la distance avec, tes proches qui sont toujours en France? Oui, comme tu l'as dit, la nourriture, c'est forcément un manque. Je dirais pas le manque numéro un, parce que le manque numéro un, c'est probablement la famille et les amis. Euh, Écoute, c'est pas forcément quelque chose qui me manque quotidiennement, étant donné que toute ma famille vivait en Normandie et moi, je vivais à Lille quand je faisais mes études. Donc, j'avais déjà un petit peu quitté mon cocon familial et j'avais pris l'habitude d'avoir ma mère une fois au téléphone le week-end ou des choses comme ça. Donc, je suis habituée à ça. Donc, je pense pas qu'au quotidien, c'est quelque chose qui me manque. Après, forcément, il y a différentes étapes au cours de ta vie qui font que des fois, tu te dis oh, j'aimerais vraiment que ma famille soit là, ou j'aimerais vraiment que mes copines soient là, ou voilà. Donc, il y a forcément des choses au quotidien où tu vas te dire, ouais, finalement, c'est vrai que c'était mieux en France pour ça, ou des choses comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, quand tu compares la qualité de vie ou des choses comme ça, non, je suis pas nostalgique de la France, ou parce que la vie que j'ai ici, je sais que c'est pas la même vie que j'aurais eu en France. Donc maintenant, je vais, pour terminer, faire une petite, interview dans l'interview. C'est parti. Quel est ton endroit préféré dans le monde? Dans le monde, je dirais que c'est une île en Thaïlande qui s'appelle Koh Yanoi, qui est du coup l'île où on a passé notre lune de miel. Combien de fois as-tu pris l'avion? Oh, euh, J'aurais pas de nombre exact à te donner, mais je dirais plus de 100 fois. Waouh! Parce que tu as beaucoup voyagé, c'est ça? Ouais, j'ai déjà beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune avec mes parents. On faisait en général un voire deux trips par an. Donc du coup, je prenais toujours l'avion à ce moment-là, même si c'était pas forcément des nouvelles destinations. Des fois, on allait beaucoup en Espagne ou des choses comme ça, mais à chaque fois, je prenais l'avion du coup pour y aller, pour revenir. Euh, et oui, depuis que je suis en Australie, j'ai énormément voyagé, que ce soit intérieurement, on va dire, dans l'Australie pour aller d'une ville à une autre, puisque par exemple, un Perth Sydney ou un Perth Melbourne,
Tu peux le faire en voiture, hein, mais c'est quand même assez long. Donc, généralement, j'ai toujours opté pour l'avion. Et du coup, et j'ai voyagé pas mal à l'étranger aussi. Donc, ouais, C'est combien pas de mal de temps un Perth-Melbourne? Un Perth-Melbourne, c'est à peu près 4 heures. Un Perth-Sydney, c'est à peu près 4h30. Et un Perth-Brisbane, c'est genre 5 heures, 6 heures. En Donc, avion, hein, on parle. en Et en avion, voiture, ouais. En voiture, c'est quelques jours. Pour te situer, généralement, quand les gens le font d'une seule traite, hein, je ne te parle pas en mode road trip ou quoi que ce soit, ça prend généralement une semaine. d'accord. Non, mais c'est bien à préciser pour nos éditeurs qui ne connaissent pas spécialement, la géographie australienne. On se rend pas forcément compte que d'une ville à une autre dans un même pays, en fait, on peut mettre plusieurs, jours de voiture pour s'y rendre. C'est pas un Paris, Lille, ce qui justifie, Définitivement. l'avion. Quelle est ta meilleure découverte culinaire en Australie? Je dirais que c'est le pavlova. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Le pavlova, c'est un dessert. Alors, je pense que c'est australien, du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Apparemment, c'est un gâteau qui est assez célèbre pour être mangé le jour d'Australia Day. Donc, du coup, à chaque fois que j'en ai mangé, c'était probablement aux alentours d'Australia Day. C'est comme une base de meringue avec une crème fouettée, crème chantilly sur le dessus et plein de fruits frais, typiquement des fraises, des framboises, des petites baies, des choses comme ça, des myrtilles ou des choses comme ça. Et c'est franchement délicieux. Et maintenant, quelle est ta pire découverte culinaire en Australie toujours? La réponse n'a pas pu être enregistrée pour cause de fou rire général. Veuillez excuser notre enthousiasme. Nous parlons ici du Vegemite. En voici la description par Jenny. Ça a l'aspect du Nutella, donc tu te dis trop bon. Et en fait, tu sens cette odeur, ça sent un peu le poisson, je dirais. Et c'est quelque chose, c'est plutôt salé, c'est pas du tout sucré ou quoi que ce soit. Ça se mange généralement en petite quantité sur un toast avec du beurre. Certaines personnes le mangent avec beurre avocat ou des choses comme ça. Après, il y a plein de variantes, mais c'est clairement pas ma préférence. Est-ce que maintenant tu peux nous raconter ta meilleure anecdote en tant qu'expatrié en Australie? C'était probablement notre rencontre, pour être honnête. Complètement inattendue. Ça y est, on est grillé. Ceci explique nos fous rires. Jenny et moi sommes de très bonnes amies et on ne pouvait plus vous le cacher longtemps. Le fait qu'on se soit rencontrés parce que je vendais des fringues sur Facebook, qui était du coup quelque chose typique d'un backpacker, on va dire, qui cherche toujours à avoir des bons plans ou des choses comme ça. Et le fait qu'on se soit rencontrés comme ça, où tu étais juste censé venir regarder quelques fringues, faire ton petit achat et repartir, et qu'au final, on avait parlé pendant des heures et qu'on s'était revus 2 jours après pour se faire une petite sortie entre copines, et qu'au final, on s'était vraiment liés d'amitié. Je pense que c'est probablement une des choses les plus drôles et en même temps des meilleures qui me sont arrivées en Australie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter, comme par exemple un conseil à donner à nos auditeurs qui ont envie de se lancer dans l'aventure d'une vie à l'étranger? Ouais, je dirais que si tu as envie de le faire, il faut se lancer. Il faut le faire. Il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est comme pour tout. Et je pense que c'est vraiment une expérience hyper cool à vivre. Et je recommanderais à tout le monde de tenter l'expérience s'ils en ont envie. Super, merci Jenny. Je t'en prie. Merci Chloé. Vous venez d'écouter un épisode d'Expat et compagnie. Inspirez-vous et osez votre propre expérience de vie à l'étranger. À bientôt!